Eh bien bonsoir amis cyclistes, amis sportifs en tout genre, femmes et hommes, ravi de vous revoir pour une petite vidéo de mise au point. On va parler de différentes choses ce soir, du suivi de mon entraînement un peu pour vous montrer un peu qu'à 67 ans, bien entendu, le but est de vous montrer que ce n'est pas la fin du tout, c'est qu'on peut toujours continuer de progresser. Donc n'écoutez pas cette télévision qui vous raconte tout et n'importe quoi. En définitive, vous avez vu ces médias mainstream, comment ils traitent l'information. Elle est plutôt, on va dire, très orientée. On va pas faire de politique ici. De toute façon, il y a une très grande majorité de Français maintenant, on va couper court à la discussion, qui se rendent compte que, et depuis très longtemps, que les médias leur disent beaucoup et énormément de bêtises. Alors comme prévu, vous avez vu que j'ai dépassé maintenant déjà allègrement les 50 de VO2 max Garmin, donc je suis à 52 et bien entendu ça va continuer à progresser. Donc là ils me disent que je suis arrivé dans la tranche des 1% supérieurs des personnes de mon âge et de mon sexe et que j'ai un âge physique qui est égal à 20 ans. Bon, par rapport à ce que je fais et lorsque je vois beaucoup de jeunes, il est évident que, bien entendu, que je préfère être à ma place à 67 ans qu'à la leur à 20 ans. Vous imaginez comment ils seront à 67 s'ils y arrivent. S'ils y arrivent, encore faut-il y arriver. Et lorsqu'ils y arriveront, dans quel état, s'ils n'ont pas pris soin de leur alimentation ainsi que de leur physique, de leur corps. Je répète, l'alimentation c'est toute une vie. Entretenir son physique, c'est toute une vie. L'activité physique, c'est toute une vie. C'est pas mettre 3-4 beaux buts dans une carrière comme Platini l'a fait, et puis d'autres, Maradona ensuite, finir comme Platini en étant obèse et Maradona comme un camé. Ça, ce sont des mauvaises images. Pour moi, ce ne sont pas des sportifs. Donc, je roule toujours 3 fois par semaine. Je fais donc 2 séances de entre 5 et 6 heures, plutôt 6 heures en ce moment. Ça dépasse les 130 km en définitive. Je fais de la zone 2 voire zone 3. J'aime pas trop continuer à faire 6 heures de zone 2, non, ça m'intéresse pas du tout. Je fais dans, disons, 3 heures de zone 2 et peut-être 3 heures de zone 3 quand je fais 6 heures. Et je fais ensuite une séance de ce qu'on appelle, on peut appeler du fractionné, varié, très varié, pour travailler la VO2 max, pour travailler l'intensité en zone 5. Et vous savez que pour travailler de la meilleure des façons votre VO2 max, il s'agit de travailler uniquement la zone 5, pas la zone 4, ni la zone 6, la zone 5. Donc en matière de fréquence cardiaque, la zone 5, ça va jusqu'à 95% de votre fréquence cardiaque maxi. Et vous avez aussi votre zone de puissance qui vous est propre par rapport à votre FTP ou votre PMA, tout ça dépend. Ou alors, comme moi, je ne prends pas ni la FTP ni la PMA, je prends ce qu'on appelle les records. Les records sur 5 minutes, 1 minute, 30 secondes, c'est beaucoup plus précis et je travaille un pourcentage de 90% de ce record. Alors, j'ai varié, je fais une séance d'intensité par semaine. Je ne descends pas en dessous de 1 minute. 1 minute, 30 secondes de récupération. Ou alors 5 minutes, comme j'ai fait aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai fait 10 fois 5 minutes, donc à 235 watts de moyenne en définitive, la zone où je devais travailler. La récupération est bien sûr active et elle est de 2 minutes 30. Le temps de travail est de 5 minutes, récupération 50%, donc 2 minutes 30. Bien sûr, toujours en montée, donc des pentes entre 3 et 6%. Donc voici la séance que j'ai faite aujourd'hui. Donc ça a totalisé, à force de monter, descendre, 1000 mètres de dénivelé positif pour là ce sont les fréquences cardiaques, donc régulières jusqu'à 164. On voit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voici la courbe de puissance, donc on va simplement mettre en plus gros le travail qui a été fait. Donc en définitive, c'est du travail de 5 minutes, 10 fois 5 minutes. Donc la moyenne est bien de 233 watts. Voilà, j'avais dit 235. 233 watts de moyenne, c'était exactement dans la fenêtre que je m'étais imposée.
J'ai terminé ensuite par quelques 30-30 pour terminer bien les jambes, quoi, en définitive. Donc tout était très bien. Le ressenti en fin de séance était plus que bien. Alors pourquoi, quelques explications, pourquoi faire du 5 minutes, 10 minutes et 15 minutes? Parce qu'en réalité, dans le cyclisme, sauf bien sûr dans les compétitions qui sont de 1 heure, 2 heures, 3 heures, dans les petites compétitions du cyclisme qu'on peut voir dans la Fédération française, en catégorie 1, 2, 3, etc. Il n'y a que des accélérations en fait. En fait, pour travailler des courses cyclistes ordinaires, qui sont une toute petite partie du cyclisme pour moi. Pour moi, le cyclisme, c'est pas que la compétition cyclisme. Lorsque je faisais de l'athlétisme, pour moi, la compétition d'athlétisme, c'était qu'une petite partie de la vie de mon sport. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Je ne critique pas la compétition parce que j'en ai fait à très haut niveau national et à un moment au niveau international. Mais il faut goûter à la compétition pour savoir ce que c'est. Mais il ne faut pas en faire une vie, une carrière en définitive. Ceux qui arrivent à faire une carrière, elle est très courte cette carrière. Alors dans les courses de cyclistes, si vous voulez, pour être fort dans les courses cyclistes, il n'y a pas besoin d'être un très très gros champion. Il suffit d'être bon dans les reprises. Car une course cycliste de 2 ou 3 heures, ce ne sont qu'une suite de 20-20, de 15-15, et il n'y a que des accélérations en sortie de virage, ça remonte à 300, 400, 500 watts, pour les plus hautes catégories 600, 700 watts, et ça retombe très vite ensuite autour de 100 à 250 watts. Celui qui s'entraîne énormément sur du 20-20 par exemple, va tirer son épingle du jeu en compétition cyclisme et il n'y a pas besoin de s'appeler Eddy Merckx ou Pogačar pour faire quelques podiums sur des cyclos de moyen et de bas niveau. Il faut juste choisir un entraînement très spécifique, axé sur le changement de rythme uniquement. C'est uniquement du changement de rythme. D'ailleurs, vous pouvez le voir, posez des questions à ceux qui font de la cyclo, vous verrez qu'ils vous parleront que du changement de rythme, uniquement. Par contre, n'allez pas demander à ces gars qui font de la cyclo d'aller rouler 18 heures sur 24, comme le font les Backingman, par exemple, qui eux sont pour moi de véritables cyclistes complets, car ils peuvent rouler jusqu'à plus de 18 heures sur 24 et faire entre 1000 1100 km en 3 jours. Là, c'est vraiment la performance. D'autant plus que ces Backingman sont face au vent. Ils se confrontent malgré ce nombre de kilomètres impressionnants qu'ils doivent faire tous les jours pour 3 jours. Ils sont face aux éléments, donc le vent, parce qu'ils ne sont pas dans un peloton. Dans un peloton, on est abrité. Et vous savez, quand on roule derrière les coureurs, eh bien, on fait 30 à 40% moins d'efforts que les autres. C'est pour ça que vous avez le leader du Tour de France, il est toujours abrité. Il n'a que les 5 ou 10 derniers kilomètres à faire, très souvent, à faire seul. Parce que il est abrité, il économise pendant 200 km 30 à 40% avec ses collègues. D'ailleurs, le champion du Tour de France, le maillot jaune, il est toujours issu d'une très bonne équipe. S'ils n'ont pas l'équipe, vous n'avez pas le maillot jaune. Donc ce maillot jaune, il peut le couper en deux pour en donner la moitié à son équipe. Car s'il n'avait pas cette équipe-là, Pogačar ou Froome, etc., ils n'auraient pas eu le maillot jaune. Et ils le savent très bien. En ce qui concerne les coureurs français, on n'a jamais eu une équipe pour avoir un maillot jaune. Les gars, vous avez eu Thibaut Pinot, à part Thibaut Pinot, les autres avaient du mal à suivre. Ils n'étaient même pas là pour le protéger. Ils étaient largués quand Thibaut Pinot était avec les premiers. Il y avait déjà plus de Français. C'était déjà beau si on avait Thibaut Pinot, quoi. Donc le cyclisme, c'est comme le reste, c'est une question de moyens. Avec l'argent, vous allez faire une très bonne équipe. Donc voyez, moi j'ai 2 caméras sur mon vélo. J'ai une caméra avant et arrière qui sont alimentées par une batterie. Donc j'ai fait un système de fil qu'on voit pas. Et tout est alimenté. Donc j'enregistre pour une question de sécurité. Donc là j'ai enregistré toute la séance aujourd'hui, vous voyez. Donc là je ne vais pas m'en servir, ensuite je les efface. Donc cette caméra qui enregistre en HD enregistre toutes les voitures qui arrivent de devant et les voitures qui arrivent de l'arrière, qui me permet de prendre certaines scènes très intrigantes. Je vais vous en montrer, regardez. Alors vous avez ici à l'écran, à 15 km de chez moi,
Là, vous avez ici dans cette zone avec la souris, c'est un stop, hein. Il y a une ligne de stop. Donc moi, j'arrive en vélo, vous allez voir la camionnette, elle va même pas me voir, elle va passer. Elle a été, cette femme qui conduisait a été complètement surprise de voir qu'il y avait un cycliste. Et pourtant, je suis habillé en fluo. Allez, on lance. J'ai retiré le son parce que pour vous éviter les noms d'oiseaux. Regardez cette camionnette, elle ne va pas s'arrêter au stop. Regardez. Voilà. Et ensuite, on dira que c'est les cyclistes. Vous avez vu? Si j'étais arrivé à 30-40, qu'est-ce qui se passe? C'est l'accident. Allez, je vous mets celle-ci aussi parce que j'en ai tout à florilège et je garde les plaques d'immatriculation aussi. Hein. La gendarmerie serait très contente d'apprendre que ce véhicule a déjà été dangereux et identifié sur d'autres cyclistes. Donc, il faudrait se faire tous une banque de données de tous ces imbéciles qui sont là pour tuer du cycliste. Donc ici, vous allez voir que la voiture coupe complètement le virage et se retrouve face à moi. Et moi qui suis, bien entendu, bien à droite. Regardez bien. Voilà, c'est ici. Après la camionnette, regardez, là, elle va couper cette... Voilà. Et elle se retrouve face à moi. Donc là, elle a déjà donné son coup de volant, autrement elle arrivait face à moi, on voit bien son numéro d'immatriculation, donc je les enregistre, et quand c'est beaucoup plus grave que ça, je m'en vais directement à la gendarmerie et je dépose une plainte, bien entendu. À vous d'en faire tous autant, cyclistes, équipez-vous de caméras avant et arrière afin d'enregistrer. Quand tous les automobilistes seront au courant que les cyclistes sont tous bardés de caméras, croyez-moi que quand ils vont vous dépasser, ils mettront le minimum qui est toléré par le code de la route, c'est-à-dire 1,50 m du cycliste. Voilà, c'est 1,50 m minimum qu'il doit y avoir entre la voiture et le cycle. Parce que ces gens-là, s'ils vous chopent, ça sera un délit de fuite. 9 fois sur 10, il y a un délit de fuite. Grâce aux caméras, c'est immortalisé, c'est terminé. J'ai déjà eu un accident, pourquoi comme ça maintenant? Parce que j'ai déjà eu un accident, j'ai eu une double fracture due à une imbécile qui conduisait n'importe comment. Alors j'ai dit maintenant c'est terminé, j'enregistre tout mouvement à l'arrière et tout mouvement à l'avant. Voilà, revenons un peu aux entraînements et au cyclisme. C'est quand même malheureux qu'on est en insécurité quand on est sur les routes, nous les cyclistes. Hein. Tous les jours, il y a des cyclistes de tués en France. Et que fait le gouvernement? Il ne fait rien du tout. On veut que les gens aillent en vélo, on veut que les gens laissent leur voiture dans les garages, mais on ne se donne pas les moyens d'avoir des vraies pistes cyclables. Et quand il y a des pistes cyclables, encore faudrait-il qu'elles soient nettoyées. Alors, les voitures balayeuses, elles balayent les routes. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, vous avez remarqué. Parce que moi, je me suis arrêté pour demander à cette personne qui balayait la route. Alors, il m'a dit, on m'a demandé de balayer la route, mais de ne pas balayer la piste cyclable. Alors, quand il balaye la route, les morceaux de verre, il les met sur la piste cyclable. Et cette piste cyclable, eh bien, elle est impraticable. Et qu'est-ce qu'on fait? On roule donc sur la route, mais pas sur la piste cyclable. Alors là, c'est lors d'une séance de plusieurs fois 15 minutes. Des séries de 15 minutes hein, que je faisais autour de 230 aussi, 230 watts. Là, on voit une pente de sac 6% à 230 watts de moyenne. Maintenant, on va aller voir le Lachance que j'ai fait la fois dernière sur un circuit de 130 km. Voilà, je vous en avais parlé. Regardez, on va voir des cerfs qui sont sur le bord. Regardez ici. Regardez la bestiace comme elle est énorme. Regardez. Il se trouve presque sur le bord de la route. Des espèces de gros bouquetins énormes. Et ici, vous allez voir à gauche, il y a toute la famille sur le bord de la route. D'ailleurs, j'ai prévenu 3 cyclistes qui descendaient à toute blinde, parce que là, c'est l'ascension du col du Bel Homme. Il fait 5, 6, 7, 8% par endroit. Il fait 7 km de long. C'était juste pour m'échauffer avant de faire, d'escalader l'ancienne... Voilà, ici, je vais essayer de m'arrêter. Regardez, on voit 1, 2, 3, 4. Et il y avait les parents juste avant. 2 gros. Énorme. Ils sont juste sur le bord de la route. Et regardez le cycliste qui arrive ici. Regardez. Ça peut être très dangereux, hein. Lui, j'ai pas eu le temps de lui dire. Par contre, les 2 autres qui arrivent, je leur ai dit de ralentir car il y avait les bouquetins. Allez, on va les voir beaucoup plus loin. Ça, c'est Canjuers. Donc là, c'est face au vent. Hein. Je vous garantis, vous avez le vent en pleine face, là.
Parce que là, on est sur les hauts plateaux. Hein. Voilà, la chasse, on est dessus. Donc, pas question de rouler vite. Hein. Il y a énormément, vous voyez, là, on est à 10%. Il y a énormément de pentes entre 9 et 11 et 12%. Alors regardez l'état de la route, c'est une ancienne station de ski, l'ancienne station de sport d'hiver du Var. Bon, il n'y a plus trop de neige à cette époque dans ce réchauffement climatique qui est complètement naturel. Hein. Depuis on va dire 800 000 ans, c'est le 8e réchauffement climatique. Il y en a un tous les 100 000 ans environ, hein, complètement naturel. Et d'ailleurs, le dernier réchauffement climatique, il y a 110 000 ans, eh bien, il y avait des palmiers au Groenland, hein, faut le savoir. Et il n'y avait pas l'homme qui n'était pas là pour péter dans l'atmosphère, hein, pour faire du dioxyde de carbone, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, dire que c'est l'homme qui est responsable du réchauffement climatique, ça va peut-être un petit peu trop vite. C'est surtout qu'on a envie de se faire du fric derrière. Alors, vous voyez que les pentes sont très raides, hein, ça dure 9,5 km et c'est très très souvent du 10% sur des gravillons. Et il y a des trous. Alors je vous dis pas quand il faut le descendre. C'est très dangereux, quoi. Faut faire vraiment attention. Allez, on va avancer. Donc là, je l'ai fait zone 2, vous pouvez pas. C'est impossible de celui qui me dit qu'il fait de la zone 2 en escaladant un col, c'est un menteur. C'est pas possible. Vous êtes en zone 3 voire zone 4 au minimum, hein. On va aller tout en haut presque. Voilà, ça grimpe toujours, hein, et toujours sur du 10. Voilà, là on arrive, ça commence à être un peu plus désertique. Et là, il reste encore au moins 1,5 km avant d'arriver aux antennes. Hein. Ça grimpe. Il y a encore du garder 11, 10, 11%. C'est assez terrible, hein, comme montée, d'autant plus que la route n'est pas très très belle. Par contre, vous n'avez pas de voiture. Donc ceux qui sont dans le coin du Var et qui veulent faire le Lachas, je les invite à faire le Lachas. Il est assez difficile quand même. Hein. Il dure 9,5 km et si vous le prenez de Bargemont ou d'un autre village, eh bien ça va faire que monter jusqu'au col de Clavel, en passant par le Bel Homme. En haut, voilà, on y arrive, là je suis quasiment en haut maintenant. Alors on est à 1750 mètres d'altitude environ. Vous voyez que c'est presque la même hauteur que comment on appelle regardez les trous dans la route, je me suis arrêté, regardez. Vous voyez, il manque des plaques complètement, quoi. Hein. Et vous avez beaucoup de gravillons, donc il y a un petit danger de crevaison. Mais autrement, bon voilà, c'est faisable, hein, faut pas rêver non plus, on n'a pas besoin d'une piste neuve pour monter pour avoir des beaux parcours, quoi. Vous voyez qu'il est très beau comme parcours. La vue est magnifique en haut, hein. Alors, on va aller jusqu'en haut, on est presque arrivé, hein. Voilà, on est aux antennes là. On arrive encore à 100 mètres ou 200 mètres. Regardez, on voit toute la chaîne des Alpes juste après. Alors je cherchais quel mont qui est pas loin, qui est très connu. Vous ne pouvez pas m'aider, c'est vrai. Ah, on est encore sur du 11% là, regardez. Dans le Vaucluse, aidez-moi s'il vous plaît, je ne trouve pas. Voilà, ça me revient, le mont Ventoux, le mont Chauve, le mont Ventoux. On est presque sur la même hauteur que le mont Ventoux. Et il y a des pentes qui sont quasiment aussi raides. Il est un peu plus court, c'est pour ça qu'il est peut-être un petit peu plus raide que le Ventoux. Mais disons que les 20 ou 30 km avant, bah, vous montez. C'est peut-être pas du 9 ou 10%, mais vous êtes toujours sur du minimum 3, 4, 5%. Vous êtes toujours en prise. Et lorsque vous arrivez au pied du Lachas, eh bien, il faut monter les 9,5 km ensuite jusqu'à 1750 mètres. Voilà, on est tout en haut. À la barrière ici, on est tout en haut parce qu'ensuite, on ne peut plus aller, c'est privé. C'est pour les antennes. Voilà, on ne peut pas aller au-delà. C'est terminé. Donc là, on va voir la vue, regardez. Ah, on est bien perché, on est perché bien haut là. Hein. C'est magnifique hein, comme vue. Hein. Donc ça, c'était l'ancienne station de ski, de sport d'hiver qu'on avait avant dans le Var, il y a quelques dizaines d'années en fait. Hein. Voilà, on est terminé sur du 11%. Hein. Voilà, conclusion, je continue ma petite progression, tranquille,
3 séances par semaine, pour moi, c'est largement suffisant. Je n'ai pas que ça à faire, en définitive. Je fais aussi un peu de musculation chez moi, hein, pour m'entretenir. Je travaille aussi les jambes, je travaille un peu les pectoraux, un peu les bras, les épaules. Je fais pas que du vélo. Je fais aussi de temps en temps de la randonnée avec mes enfants, voilà. Parce on est vraiment dans le pays, hein, de la rando, le Verdon, etc. Il y a des vues magnifiques, quoi. Ah, je vais vous montrer qui est très intéressant, on l'avait déjà vu, le RR sur le Alpha 1. Regardez, ça c'est ma première série de 1, 2, 3, 4, 5 fois 5 minutes. Vous avez vu que là j'étais vraiment au top. Alors regardez ce qui s'est passé ici. Ça c'est caractéristique, la deuxième série, 1, 2, 3, 4. Je commençais à m'endormir. J'avais pris le rythme. Pourtant, les watts, ils n'ont pas diminué, hein. Les watts étaient tous constants. Mais regardez, au niveau de l'attention, regardez comme ce RR sur l'Alpha 1, comment il est très prédictif, si vous voulez, de votre état psychologique et de santé. J'étais en train de m'endormir. Et je me souviens, et bon, je me suis dit, je suis bien, je me sens bien. Donc, en fait, on a la tension nerveuse qui est en train de retomber. Et là, regardez, je me souviens, je me suis ressaisi à la 5e. J'ai dit, c'est la dernière, j'en mets un coup. Et psychologiquement, je me suis, si vous voulez, renforcé. Et ça se voit sur le RR Alpha 1. C'est impressionnant, hein. Vous avez vu, donc ici, j'étais en train de me laisser aller. Donc mon travail était peut-être moins performant sur la 4e ici, que j'ai récupéré sur la 5e. Donc c'est très bien pour... alors, je répète pour ceux qui voudraient l'installer, voilà, c'est ça, il s'agit de l'Alpha HRV. C'est une application Alpha HRV, c'est une application gratuite que vous pouvez mettre sur le Garmin. Moi, j'ai le Garmin 1030, sur des montres, sur des Garmin, etc. Et par contre, bon, se servir de l'Alpha 1 toute seule ici, l'Alpha 1, sauf pour la zone 2, ça peut être efficace, et encore, parce que je trouve que c'est trop sensible. Par contre, là où c'est le plus efficace, c'est sur le rapport RR sur Alpha 1. Alors, qu'est le RR sur Alpha 1? Je répète, c'est la variabilité cardiaque sur, si vous voulez, les seuils. Le seuil 1 et le seuil 2. Ça vous donne une idée de vos systèmes para et sympathiques, de votre organisme. Et c'est très important parce que c'est ce qui vous permet d'avoir la vigilance pour réagir à des situations. Et on voyait que quand je commençais à m'endormir, je commençais à partir dans ce qu'on appelle le parasympathique. Et j'ai fait réapparaître à la 5e le sympathique pour être plus agressif, pour terminer mes séries du mieux possible. Donc vous voyez, regardez, je vous les superpose. Attendez, je vais bloquer la souris dessus. Et on voit très bien que les watts sont constants. Voyez? Donc ici, superbe, j'étais vraiment la forme éclatante. J'avais envie d'y aller et on voit que ce rapport est génial parce qu'il me donne l'agressivité demandée. Par contre ici, on voit que les pics sont de plus en plus bas. Ce qui veut dire que je suis en train d'avoir cette agressivité sur le fractionné qui devient de moins en moins importante. Et j'ai réagi à la 5e. Et c'est perceptible grâce à ce rapport RR sur Alpha 1. Malgré que les watts sont toujours constants. Vous avez vu? Donc je n'ai pas baissé l'intensité. Allez, au revoir, à la prochaine. On voit des petits trucs comme ça qui sont supplémentaires que vous ne voyez pas ailleurs. Allez, la prochaine vidéo sera probablement sur... On verra bien. Allez, au revoir.